Et si l'intelligence artificielle pouvait nous permettre de voir l'un des processus les plus fondamentaux de la vie avec une clarté complètement nouvelle? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant. Comment la technologie est en train de réécrire les règles du jeu dans la course à la vie. Tout part d'une question. Une question qui est vraiment au cœur de la science de la fertilité depuis toujours. Comment fait-on pour trouver le meilleur nageur? C'est une course microscopique, mais l'enjeu est immense. Il faut absolument identifier le champion, le plus robuste, celui qui atteindra la ligne d'arrivée. Et pour comprendre cette course, il y a un concept clé à maîtriser, la motilité des spermatozoïdes. En gros, c'est leur capacité à bien bouger, à bien nager. Et c'est crucial parce que leur style de nage doit changer. Ils commencent en mode progressif pour parcourir la distance et ils doivent passer en mode hyperactivé, une sorte de turbo final pour la dernière étape décisive. Mais il y a un hic, et un gros. Les outils qu'on utilise en ce moment pour observer ce périple, ils nous donnent une image étonnamment floue de ce qui se passe réellement. La méthode de référence, celle que presque tout le monde utilise, s'appelle CASA, pour analyse de sperme assistée par ordinateur. C'est le standard de l'industrie, mais elle a un énorme angle mort. Voilà le cœur du problème. Pour suivre la trajectoire d'un spermatozoïde, le système CASA l'a simplifié à l'extrême. Il la lisse. Imaginez que vous suivez une voiture sur une route de montagne sinueuse, mais que votre GPS ne trace qu'une ligne droite entre le départ et l'arrivée. Vous voyez le souci? On perd toute l'information importante, ce qui mène à des erreurs de mesure critiques. Et là, cette image est très parlante. Concentrons-nous sur les graphiques du haut. À gauche, c'est la méthode CASA. Les points bleus, c'est la position réelle du spermatozoïde. Mais la ligne rouge, la trajectoire calculée, elle est chaotique, saccadée, pas très naturelle, non? Maintenant, regardez à droite. C'est la nouvelle méthode, DCT12. Là, la ligne rouge est fluide, elle épouse le mouvement. On voit tout de suite que c'est une représentation beaucoup plus fidèle de la réalité. C'est le jour et la nuit. D'accord, mais alors comment on fait pour obtenir une trajectoire aussi propre? La première partie de la solution, c'est une approche mathématique beaucoup plus astucieuse. Pour faire simple, la méthode CASA utilise ce qu'on appelle une moyenne mobile. C'est un peu comme essayer de dessiner un chemin avec un gros marqueur qui bave, on perd tous les détails. La nouvelle méthode, DCT12, est bien plus subtile. Elle analyse les fréquences du mouvement, ce qui lui permet de garder la forme précise du trajet. En gros, on passe d'une vieille carte routière à un GPS ultra précis. Pas de panique, avec ces graphiques un peu complexes. L'idée à retenir, c'est que le modèle du haut, le DCT12, donne de loin le résultat le plus logique et le plus fidèle. Il arrive à faire quelque chose de très difficile, filtrer le bruit sans effacer les détails importants du mouvement. C'est vraiment le compromis parfait. Et logiquement, qui dit trajectoire plus claire, dit mesure bien meilleure, bien plus fiable. Et c'est ça qui ouvre la porte à un tout nouvel indicateur. Ce nouvel indicateur, c'est le PAO, pour Path Average Width, ou largeur moyenne de trajectoire. L'idée est simple. Au lieu de mesurer la largeur du mouvement à un seul instant, le PAO mesure la largeur moyenne sur tout le parcours. C'est comme si on mesurait la largeur de tout le couloir de nage. Ça donne une vision beaucoup plus complète. Ce visuel de l'étude aide vraiment à comprendre. En haut à gauche, la zone colorée, c'est l'enveloppe de nage. Le PAW mesure sa largeur moyenne. Et le plus intéressant, ce sont les barres à côté. Elles montrent que cette mesure PAW permet de différencier très nettement les spermatozoïdes de différentes qualités, bien mieux que les anciennes méthodes. Ok, on a une meilleure trajectoire, une meilleure mesure. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure, la deuxième partie de la solution, et là c'est vraiment puissant, c'est qu'on fait entrer en jeu l'intelligence artificielle. L'idée est assez audacieuse. Et si, au lieu de s'embêter à calculer des métriques, on laissait une IA regarder directement les données brutes de la trajectoire? On lui donne le tracé point par point et on lui demande d'apprendre toute seule à reconnaître les différents types de nage. On va directement à la source. Alors, en pratique, comment ça marche? C'est simple, en 3 étapes. D'abord, on nourrit l'IA avec les coordonnées brutes X et Y. Ensuite, le modèle se met au travail. Il analyse les motifs complexes dans le temps. Et à la fin, il rend son verdict, c'est progressif ou c'est hyperactivé. Tout ça nous amène donc à la question cruciale, qu'est-ce que ça donne au final? Que nous apprennent les résultats de cette approche combinée et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de la science de la fertilité? Le premier résultat, il est hyper visuel. Ce graphique montre sans aucune ambiguïté que la métrique PAW sépare très clairement les deux types de motilité. Les nageurs progressifs ont une largeur moyenne de 2 micromètres. Les nageurs hyperactivés, eux, montent à 5,5. La différence est énorme, impossible de se tromper.
Et du côté de l'IA, le chiffre est tout aussi parlant, 89% de précision. C'est un score remarquablement élevé. Ça prouve que l'IA arrive vraiment à voir des schémas de mouvement que les méthodes traditionnelles, elles, rataient complètement. D'accord, mais concrètement, ça change quoi? Eh bien, potentiellement beaucoup de choses. D'abord, on dépasse enfin les limites des vieux systèmes CASA. Ensuite, on peut imaginer utiliser ça en temps réel dans les cliniques de fertilité. Et le but ultime, c'est de pouvoir faire une sélection de spermatozoïdes plus fiable, plus objective, pour les traitements d'assistance à la procréation. Bien sûr, pour rester rigoureux, il faut être honnête sur les limites actuelles. L'IA a été entraînée dans un milieu assez facile, peu visqueux. Il faut maintenant voir si elle est aussi douée dans les conditions réelles des cliniques. Et puis, les données viennent d'un seul centre. La prochaine étape, cruciale, sera de valider tout ça dans plusieurs autres centres pour être sûr que ça marche partout. Tout ça nous laisse avec une pensée assez vertigineuse, non? Si l'IA peut déjà nous montrer ce voyage invisible avec une telle clarté, imaginez tous les autres processus biologiques qu'elle nous permettra bientôt de cartographier et de comprendre. On a vraiment l'impression d'être au tout début d'une nouvelle ère.